Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le chef du gouvernement serait-il sur la sellette en République démocratique du Congo? Une motion de censure a été déposée contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga ce 22 janvier auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Elle a été signée par la majorité des députés. Pour alléger le coût actuellement élevé de la production de volailles, la Banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle fournirait 300 000 tonnes de maïs pour le marché intérieur afin d'y remédier. Le prix de la tonne de maïs a grimpé à 115 000 naira actuellement contre 95 000 naira en juin 2020. Et puis la Côte d'Ivoire face aux défis du développement des collectivités locales. Le pays compte 244 collectivités locales qui pâtissent du manque de ressources financières. Sujet à développer dans la suite de cette édition. 301 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale ont signé une motion pour obtenir la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba en République démocratique du Congo. Cette motion de censure a été déposée vendredi 22 janvier au bureau de la Chambre basse du Parlement. À l'origine de cette motion de censure, le député Chérubin Okende de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Selon l'élu, cette motion de censure découle d'un constat. Il évoque notamment les mauvaises performances du gouvernement, l'insécurité ou encore la situation économique difficile. L'objectif est clair, obtenir la destitution du chef du gouvernement, de quoi accentuer les tensions au sein de la classe politique. Les fidèles de l'ancien président Joseph Kabila s'insurgent contre une violation de tous les textes en vigueur dans le pays. Écoutons à ce sujet l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango. À la question de savoir si le bureau provisoire de l'Assemblée nationale actuelle a autorité pour demander la destitution ou la démission du Premier ministre, je dirais que la situation étant nouvelle et puis le renversement d'alliance s'étant effectué au sein de l'Assemblée nationale, il est justement la possibilité octroyée au bureau provisoire justement d'entamer toutes les démarches législatives nécessaires pour permettre justement l'émergence d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée, ce qui est le cas, et qui lui permet justement de demander la démission du gouvernement actuel et qui permet au président de la République justement de nommer un nouveau Premier ministre. Évidemment, il y a la résistance du FCC et du Premier ministre Ilunga qui ne veut pas démissionner, d'où l'initiative prise par un certain nombre de députés de l'Union sacrée pour demander son éviction, la démission de son gouvernement. Mardi prochain, il aura l'occasion de présenter ses arguments. Ensuite, il y aura le vote des parlementaires. Également dans l'actualité, le gouvernement zimbabwéen a confirmé le décès du ministre des Transports et du Développement des Infrastructures, Joël Matiza, des suites du coronavirus ce 22 janvier 2021. Il est ainsi devenu le troisième responsable ministériel à succomber à cette maladie en moins d'une semaine et le quatrième depuis l'apparition de la Covid-19 dans le pays en mars 2020. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères, Sibusiso Moyo, est décédé le 20 janvier pour les mêmes raison après la mort le 15 janvier de la ministre des Affaires provinciales de la province du Manicaland, Hélène Guarazimba. Les opérations commerciales dans le cadre de la ZLECAf ont officiellement été lancées lors d'une cérémonie virtuelle le 1er janvier 2021. Conquête de nouveaux marchés, optimisation des recettes douanières, diversification des sources d'approvisionnement. Pour le Cameroun, qui fait partie des 34 pays ayant ratifié l'accord, les attentes sont nombreuses. Les détails avec Marie-Raphaël Ntolo. L'intégration à la zone de libre-échange continentale africaine est réelle pour le Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce a apporté des indications sur l'offre tarifaire du Cameroun en vertu de cette facilité d'échanges commerciaux. 3 catégories de produits A, B et C bénéficient d'une période d'élimination des droits de douane s'étalant sur 13 ans
avec un moratoire de 5 ans. Il s'agit notamment des produits pour lesquels le Cameroun a un avantage comparatif. Voyez-vous, ce sont les matières premières et les produits de base, notamment les produits céréaliers, l'huile de palme, le coton, le cacao. Et puis pour que le Cameroun arrive à conquérir le marché continental, il va quand même bénéficier de ce qu'on appelle les règles d'origine qui sont mises en place par l'Organisation mondiale du commerce. La catégorie A renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,1% des lignes tarifaires, soit 5255 lignes. La catégorie B, celle des produits faits localement, se compose de 6,99% des lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes. Et la catégorie C a 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,99% des lignes. D'abord, la première chose, c'est que le PIB du Cameroun va augmenter parce que, voyez-vous, en termes de produits exportés, les rentrées de revenus, voyez-vous, des devises, ça c'est déjà un premier pas. Voyez-vous, la zone de libre-échange continentale permet d'avoir un marché qui est plus proche de nous comparé à un marché de l'Union européenne ou alors un marché américain ou un marché chinois qui était un peu plus éloigné. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde, derrière la Chine. Instaurée en juillet 2020 pour accroître la production locale, la limitation des importations de maïs pèse désormais sur l'industrie de la volaille au Nigeria. La mesure a réduit l'offre en matières premières et fait flamber les coûts de production, une situation à laquelle compte s'attaquer l'exécutif en libérant une partie des stocks nationaux d'ici le mois de février. Les précisions d'Aïssatou Bari. Au Nigeria, l'industrie de la volaille fait face à une flambée des coûts du maïs, principal ingrédient des rations alimentaires. La Banque centrale a annoncé qu'elle fournirait 300 000 tonnes de maïs pour le marché intérieur afin d'y remédier. Le prix de la tonne de maïs a grimpé à 150 000 naira actuellement, contre 95 000 naira en juin 2020. À travers cette mesure, c'est vraiment le Nigeria a déstocké afin de stockage, donc libérer une certaine quantité, 300 000 tonnes sur le marché, pour accroître bien sûr l'offre et donc jouer sur les prix. Mais les effets ne sont pas vraiment significatifs. Donc du coup, les coûts restent encore quand même élevés sur le marché parce que les importations ont été réduites. Il s'agit de la dernière tentative en date des autorités pour apaiser les craintes sur l'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire et l'alimentation animale. La banque a adouci les restrictions pour permettre l'importation de 262 000 tonnes de maïs. Cependant, le gouvernement n'a autorisé jusqu'ici que l'importation de 500 000 tonnes de maïs par l'industrie de la volaille en 2020-2021. C'est vrai, il y a des mesures qui sont prises, mais après il faut regarder au niveau, est-ce que ces mesures peuvent être soutenables. Donc, je pense que, et du coup, nous sommes à peu près aujourd'hui à 5 millions d'hectares pour la production de maïs, qui devait entraîner donc une production de 9 millions de tonnes pour la campagne 2020-2021, par rapport aux besoins de près de 15 millions de tonnes. Donc il y a nécessité d'importer près de 6 millions de tonnes de maïs pour répondre aux besoins de l'alimentation animale. Et donc je pense que, quoi qu'il advienne, il faut bien arriver donc à l'importation. Si ces différentes facilités d'accès à la matière première sont louables, elles pourraient être insuffisantes. D'après les prévisions de l'industrie nigériane de la volaille, il faudrait importer près de 5,6 millions de tonnes de maïs pour répondre aux besoins de l'alimentation animale qui consomme plus de 60% de la production nationale de maïs. L'Afrique pleinement engagée dans la lutte contre le coronavirus. Après l'acquisition de 270 millions de doses de vaccins, l'Union africaine doit encore relever de nombreux défis, notamment l'approvisionnement en oxygène ou encore la formation des agents de santé. Mildred Yamo. La course à la vaccination contre le coronavirus est lancée en Afrique. Pour renforcer le processus de campagne de masse, il est urgent d'intensifier la formation des agents sanitaires, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Au cours de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution de l'Union africaine a souligné qu'une introduction précoce de vaccins préviendra les infections et réduira le nombre de décès sur le continent. We have to train healthcare workers
Nous devons former davantage d'agents de santé pour qu'ils puissent déployer ce programme de vaccination avec rapidité, car la rapidité est désormais essentielle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nos économies reculent, nos populations meurent. Les États membres sont appelés à l'action pour mobiliser leur système. Pour répondre à la pression que subissent actuellement les établissements de santé, Africa CDC prévoit de renforcer l'approvisionnement en oxygène. Ainsi, l'engagement communautaire et la volonté d'obtenir ces vaccins demeurent indispensables, estime l'institution sanitaire. L'une des stratégies que nous proposons pour lutter contre cette deuxième vague de la pandémie est que nous voulons vraiment que les pays disposent d'un approvisionnement suffisant en oxygène, car la disponibilité de base en oxygène peut faire une grande différence et réduire le taux de mortalité à travers le continent. Africa CDC continue d'appeler à la coopération et au respect des mesures préventives pour prévenir une troisième vague de la pandémie. L'institution invite ainsi les gouvernements africains à renforcer la recherche pour faciliter le diagnostic. L'Afrique compte désormais plus de 2,4 millions de cas confirmés pour 2 millions de guérisons et 75 000 décès selon les derniers chiffres officiels. Direction la Côte d'Ivoire à présent avec ses 244 collectivités locales qui ont des difficultés dans l'exécution de leurs programmes et projets. Principale cause, le financement. Celles-ci sont en effet tributaires des ressources jugées insuffisantes affectées par l'État pour faire face aux investissements et services de base. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration des ressources financières propres des collectivités locales en Côte d'Ivoire. L'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a signé un partenariat avec un prestataire privé pour la sécurisation des recettes. Grâce à une application informatique, les opérateurs économiques peuvent s'acquitter de leurs impôts et taxes. Mais pour les élus locaux, la solution pérenne, c'est que le gouvernement doit accorder la liberté financière aux collectivités. Il faut un transfert irréversible de ressources pour compléter le transfert de compétences. Actuellement, l'essentiel du budget des collectivités est constitué par le financement de l'État. Ces subventions et ces aides ne constituent que 0,5% de l'ensemble du budget de l'État. L'essentiel des impôts collectés au niveau des collectivités est fait par l'État. Et ensuite, on a un système, il n'y a que quelques petites taxes sur les commerçants, sur les charrettes, vraiment des taxes insignifiantes qui sont laissées aux mains des collectivités. L'État peut choisir très bien l'impôt foncier, qui est une solution préconisée un peu partout dans le monde. En 2019, le secteur de l'éducation représentait le chapitre le plus important des investissements avec un taux de 38%, suivi des infrastructures économiques avec 36% et la santé 16%. La mobilisation et la mise à disposition de ressources financières aux collectivités locales par le Trésor public constituent un véritable challenge pour la réalisation de programmes de développement des gouvernements locaux. Nous avons pu réaliser notre budget d'investissement à hauteur de 48%, 48,15% cette année, contre 36,15% en 2019. Ça veut dire que nonobstant la présence de la pandémie, nous avons essayé de faire des progrès. Nous n'avons plus une seule sous-préfecture dans la région du Hambol où il n'y a pas de collège moderne. Nous avons fini en 2 ans de traiter et nous avons pu construire 12 établissements secondaires en 2 ans. Et naturellement continuer de doter toutes les sous-préfectures de la région des ambulances de réanimation. En rappel, la Côte d'Ivoire compte 201 communes, 31 régions et 2 districts autonomes. En 2019, sur un budget de l'État de 7 334,3 milliards de francs CFA, le gouvernement n'a concédé que 235,94 milliards de francs CFA pour le budget des collectivités locales, dont 159,44 milliards de francs CFA de quote-part d'impôts partagés et 76,54 milliards de francs CFA de dotation. L'actualité sportive pour terminer avec les résultats de la deuxième journée de la phase de poule du CHAN 2021 qui s'est achevée ce samedi 23 janvier avec le groupe D. La rencontre Zambie-Guinée s'est soldée par un match nul, 1 but partout. De son côté, la Tanzanie s'est imposée face à la Namibie sur le score d'1 but à 0.
Concernant les affiches du jour, la troisième journée démarre avec le groupe A ce dimanche soir, avec le Cameroun qui affronte le Burkina Faso à 20h GMT au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé et le Zimbabwe qui sera face au Mali également à 20h GMT au complexe sportif de Japoma à Douala. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.